Elle avait été élevée dans la crainte de son peuple. Lui avait été abandonné à la mort au cœur de la forêt sauvage. Mais lorsque leurs chemins se croisèrent sous la lueur d'une lune pâle, sa décision bouleversa le cours du destin. Ce qui s'ensuivit ébranla la ville entière. Le soleil impitoyable de l'Ouest écrasait de ses rayons la petite ville frontalière de Valclair en cet été brûlant de 1873. Élise Morel essuya la sueur qui perlait sur son front, tout en rangeant les fioles et les bandages dans le cabinet de son père. À 24 ans, elle était devenue l'âme soignante de la communauté, ayant assimilé tout le savoir médical que son père avait pu lui transmettre. « Élise, j'aurai besoin de ton aide pour l'accouchement de Madame Bertrand ce soir », annonça le docteur Morel en entrant, sa sacoche de cuir élimée à la main. « Bien sûr, père, tout est prêt », répondit-elle en désignant les instruments immaculés alignés sur la table. Le bruit sourd de galops effrénés et des cris alarmés interrompirent leur échange. Élise se précipita à la fenêtre et vit un groupe d'hommes pénétrer dans la rue principale dans un nuage de poussière. L'un d'eux, affaissé sur sa monture, semblait gravement touché. « Attaque des Cheyennes au ranch des Vasseurs !» hurla le shérif Dumont, alors que les cavaliers mettaient pied à terre. « On les a repoussés, mais ils ont eu Lucas. Docteur, vite !» Le cœur d'Élise s'emballa alors qu'elle aidait son père à préparer la table d'opération. Lucas Vasseur avait à peine 20 ans. C'était le fils cadet de l'une des familles les plus influentes de la région. Lorsqu'ils le portèrent à l'intérieur, Élise vit la hampe de la flèche qui saillait de sa poitrine, la chemise maculée d'un sang sombre. « Ces maudits barbares nous ont tendu une embuscade », grogna Jérôme Vasseur, le père, les poings serrés de rage. « On en a abattu un, cela dit. On l'a laissé crever dans les bois, là où est sa place. » Élise frissonna à ces mots, mais s'efforça de garder sa concentration sur les soins à prodiguer. Le visage du jeune homme était cireux, sa respiration sifflante. Le docteur Morel examinait la blessure avec gravité. « La pointe est profonde, mais je pense que nous pouvons le sauver », murmura-t-il, ses mains expertes s'activant déjà pour stabiliser le blessé. Des heures plus tard, après une opération délicate pour extraire la flèche et suturer la plaie, Élise sortit prendre l'air sur la galerie. La nuit était fraîche, un soulagement béni après la fournaise du jour. Les étoiles scintillaient au-dessus d'elle, mais son esprit restait tourmenté. Elle avait grandi avec les récits terrifiants des raids indiens. On lui avait appris à les redouter comme des démons. Pourtant, les paroles de Jérôme Vasseur la hantaient. Un homme blessé, abandonné seul dans les bois pour y mourir, quel qu'il fût, cela allait à l'encontre de tout ce que son père lui avait enseigné sur le caractère sacré de la vie humaine. « Tu as l'air soucieuse, Élise. » Elle se retourna et vit Antoine, le jeune instituteur de la ville qui lui faisait la cour depuis des mois. « Je pensais à ce que M. Vasseur a dit, à propos de ce guerrier qu'ils ont laissé derrière eux. » Le visage d'Antoine se durcit. « Tu ne vas tout de même pas t'apitoyer sur le sort de l'un d'entre eux. Ils ont tué des dizaines de colons. Ce sont des sauvages, Élise. »« Ce sont des hommes, Antoine, » répliqua-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Et mon père m'a appris que toute vie a de la valeur. Ton père soigne les honnêtes gens, Élise, pas ceux qui te scalperaient sans hésiter s'ils en avaient l'occasion, » rétorqua-t-il sèchement. Élise ne répondit pas, mais alors qu'Antoine lui souhaitait une bonne nuit et s'éloignait dans l'obscurité, elle prit une décision qui allait changer son existence à jamais. Sous la clarté spectrale de la lune, elle rassembla discrètement du matériel médical, sella sa jument et chevaucha vers les terres des Vasseurs, déterminée à retrouver le guerrier blessé. La forêt était sombre et menaçante lorsqu'elle mit pied à terre et attacha sa monture à un vieux chêne. Guidée par la faible lueur de sa lanterne, elle fouilla la zone où l'affrontement avait eu lieu. Après une heure de recherche infructueuse, elle faillit renoncer, jusqu'à ce qu'elle perçoive un gémissement étouffé derrière un fourré dense. Là, adossé à un tronc mort, gisait le guerrier. Le sang imbibait un bandage de fortune sur son flanc. Il ne devait pas être beaucoup plus âgé qu'elle. Son visage était tordu par la douleur. Ses yeux noirs brillaient d'un mélange de peur et de défi à son approche. « Je suis là pour vous aider », murmura Élise, sachant qu'il ne comprendrait probablement pas ses mots, mais espérant que le ton de sa voix suffirait. L'homme l'observa avec méfiance, sa main glissant vers le couteau à sa ceinture, mais il était trop faible pour représenter une réelle menace. Élise s'approcha lentement, montrant ses bandages et ses onguents. À sa grande surprise, il finit par relâcher sa prise et la laissa examiner sa blessure.
La balle avait traversé le flanc. La blessure était sérieuse, mais pas mortelle dans l'immédiat. Utilisant les gestes précis appris de son père, Élise nettoya la plaie, appliqua un cataplasme pour prévenir l'infection et banda le tout solidement. Durant toute l'intervention, le guerrier l'observa avec une intense curiosité, serrant parfois les dents sous la douleur, mais sans jamais laisser échapper un cri. Lorsqu'elle eut terminé, il prononça un mot unique dans sa langue, puis le répéta dans un anglais cassé. « Pourquoi ?» Élise marqua une pause, réfléchissant à sa réponse. « Parce que vous êtes une personne qui a besoin d'aide, c'est tout ce qui compte. » L'aube approchant, Élise savait qu'elle devait rentrer avant que son absence ne soit remarquée. Elle laissa au guerrier de l'eau des vivres et des bandages supplémentaires, ne sachant s'il survivrait, mais consciente d'avoir fait son devoir. « Je reviendrai demain nuit, promit-elle, sans savoir s'il la comprenait. Tandis qu'elle chevauchait vers Val-Clair, Élise sentit qu'elle venait de franchir une ligne de non-retour. Si quiconque découvrait ce qu'elle avait fait, elle serait considérée comme une traîtresse par les siens. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'elle avait agi avec justesse. Pendant 3 nuits, Élise retourna dans les bois, apportant soin et vivres au guerrier caché. Chaque nuit, elle le trouvait un peu plus fort, le regard plus vif. La 4e nuit, elle le trouva assis, le dos contre un arbre, en train de sculpter un petit morceau de bois. « Vous avez meilleure mine, dit-elle en s'agenouillant pour vérifier le pansement. Le guerrier suivit ses mains du regard tandis qu'elle déroulait le tissu. « Femme médecine ?» demanda-t-il dans un français hésitant, la surprenant totalement. « Vous parlez notre langue ?» s'étonna Élise en levant les yeux vers lui. « Un peu, répondit-il. Appris d'un traître, il y a bien des lunes. »« Je m'appelle Élise, dit-elle en posant une main sur sa poitrine. Il hésita, puis imita son geste. « Canot. » Tandis qu'elle refaisait le pansement, Élise nota que la cicatrisation était saine. « Vous êtes robuste ?» commenta-t-elle. « La plupart des hommes seraient encore alités avec une telle blessure. »« Peuple des plaines pas faible comme homme blanc, déclara Canot avec une pointe de fierté. Élise ne put s'empêcher de sourire. « Mon patient en ville ne serait pas d'accord. Il se remet très bien d'une blessure par flèche. » Le visage de Canot s'assombrit instantanément. « Il a tué mon frère. J'ai vu. » Les mains d'Élise se figèrent. « Je suis désolé. »« Je ne sais pas pourquoi toi aider ennemi, fit Canot, une confusion sincère dans le regard. » Élise pesa ses mots. « Mon père est guérisseur. Il m'a appris que toute vie est sacrée. Blanc, indien, peu importe. La souffrance est la même. » Canot garda le silence un long moment, scrutant son visage comme pour y déceler un mensonge. Finalement, il opina du chef, semblant accepter sa vérité. Alors qu'Élise s'apprêtait à partir, Canot saisit soudainement son poignet. Elle se raidit, mais sa poigne n'était pas menaçante. « Danger pour toi, dit-il solennellement. Si ton peuple sait... »« Je le sais, répondit-elle en dégageant doucement sa main. Mais je ne pouvais pas simplement vous laisser mourir. » De retour en ville, l'atmosphère était électrique. D'autres colons étaient arrivés, colportant des récits d'attaques sur les établissements voisins. Le saloon bourdonnait de discussions colériques. On parlait de former une milice pour traquer les tribus et en finir une bonne fois pour toutes. Élise s'efforçait d'ignorer ces rumeurs, se concentrant sur ses devoirs au dispensaire. Lucas Vasseur se remettait bien physiquement, mais l'attaque semblait l'avoir marqué plus profondément. Un après-midi, alors qu'elle changeait ses bandages, il se confia à elle. « Je revois leur visage, chuchota-t-il, la voix tremblante. Ceux que nous avons abattus. L'un d'eux n'était qu'un gosse, pas beaucoup plus jeune que moi. » Le cœur d'Élise se serra. « La guerre fait des victimes dans chaque camp, Lucas. Mon père dit que ce sont des bêtes, que les tuer, c'est comme abattre des loups. » Lucas marqua une pause, le regard trouble. Mais ils ne ressemblaient pas à des bêtes. Ils avaient l'air terrifiés, tout comme je l'étais. Avant qu'Élise ne puisse répondre, la porte du dispensaire s'ouvrit avec fracas. Jérôme Vasseur entra, le visage orageux. « Quel poison verses-tu dans la tête de mon fils, gamine ?» tonna-t-il. « Je ne faisais que changer ses pansements, monsieur Vasseur, » répondit Élise d'un ton égal, bien que son cœur battît la chamade. « Le shérif Dumont dit qu'on vole des fournitures médicales, » dit Vasseur, les yeux plissés par la suspicion. « Tu n'en saurais rien, par hasard ?» Élise garda une expression neutre.
Nous utilisons beaucoup de matériel ici, monsieur Vasseur. Le shérif se trompe, peut-être. Peut-être, répliqua l'homme, visiblement peu convaincu. N'oublie pas où doit aller ta loyauté, mademoiselle Morel. Cette ville a été bonne pour ta famille. Après le départ de Vasseur, le docteur Morel sortit de l'arrière-salle, l'air grave. « Élise, y a-t-il quelque chose que tu dois me dire » demanda-t-il doucement. Pendant un instant, Élise songea à tout avouer, mais la peur lui noua la gorge. « Non, père, rien du tout. » Ce soir-là, alors qu'Élise s'apprêtait à effectuer sa visite désormais routinière dans les bois, Antoine l'intercepta alors qu'elle sellait sa jument derrière la clinique. « Tu vas quelque part à cette heure » demanda-t-il, la voix glaciale. Le sang d'Élise se figea, mais elle maintint son calme. « Madame Lefebvre a commencé le travail. Père m'a demandé d'aller voir comment elle va. »« C'est étrange, » rétorqua Antoine en s'approchant, « parce que je viens de voir ton père se diriger vers la ferme des Lefebvre lui-même, il y a moins de 10 minutes. » L'esprit d'Élise chercha frénétiquement une autre explication, mais Antoine reprit avant qu'elle ne puisse parler. « Les gens jasent, Élise, à propos des fournitures manquantes, de ton comportement étrange, de ta défense de ces sauvages. » Il baissa la voix, un murmure dangereux. « Dis-moi que tu n'as rien fait d'insensé. »« Ce que je fais ne regarde que moi, Antoine, » répondit-elle en relevant le menton avec défi. Le visage d'Antoine se durcit. « Pas quand cela concerne la sécurité de cette ville. Si tu aides l'un d'eux, et après. Tu voudrais me voir arrêté, pendu comme traître ?» le défia Élise. « Je voudrais que tu retrouves la raison, » siffla Antoine. « Oublie cette charité mal placée. Ces gens sont nos ennemis. Ils ont tué nos amis, nos voisins, et nous avons tué les leurs. Le cycle ne s'arrêtera jamais si personne n'est prêt à faire preuve de clémence, répliqua-t-elle. Antoine la fixa un long moment, puis secoua la tête avec tristesse. Je ne dirai rien à personne pour ce soir, Élise. Mais si tu franchis ces barrières, ne t'attends pas à ce que je te protège si la vérité éclate. Élise monta en selle, le cœur lourd mais la résolution intacte. Je n'ai jamais demandé ta protection, Antoine, seulement ta compréhension. Alors qu'elle chevauchait vers les bois, Élise savait qu'elle risquait tout, sa réputation, sa place dans la communauté et peut-être même sa vie. Mais quelque chose de plus profond que la peur la poussait en avant, une conviction inébranlable que son action était juste, malgré ce que tous croyaient autour d'elle. Lorsqu'elle atteignit la clairière où Canot se rétablissait, elle la trouva vide. La panique s'empara d'elle, jusqu'à ce qu'elle remarque des traces dans les broussailles menant plus profondément dans la forêt. Les suivant avec précaution, elle finit par entendre un chant doux dans une langue inconnue. Elle trouva Canot près d'un ruisseau, baignant sa plaie dans l'eau fraîche, chantant ce qui ressemblait à une prière ou un chant de guérison. Il s'interrompit brusquement en sentant sa présence, sa main plongeant vers son couteau. « Ce n'est que moi », dit Élise en entrant dans le rayon de lune. Canot se détendit légèrement, mais resta sur ses gardes. « Tu reviens après plusieurs soleils ? J'ai été retardée, » expliqua-t-elle en s'approchant avec des provisions fraîches. « La ville est soupçonneuse. Il devient dangereux pour moi de venir te voir. »« Alors pourquoi venir ?» demanda Canot, une curiosité sincère dans le regard. Élise sourit tristement en s'agenouillant près de lui. « Parce que parfois, faire ce qui est juste n'est pas la même chose que faire ce qui est sans danger. » La chaleur de l'été s'intensifia à mesure que juillet avançait, apportant avec elle une tension qui pesait sur Valclair comme un ciel d'orage. Élise continua ses visites clandestines auprès de Canot, redoublant de prudence. Le guerrier était désormais assez fort pour chasser le petit gibier et s'enfoncer plus loin dans la forêt, hors de portée des patrouilles de la ville. Lors de leur rencontre, ils commencèrent à partager davantage sur leurs vies respectives. Élise parla de la mort de sa mère, emportée par la fièvre quand elle avait 12 ans, et comment cela l'avait inspirée à apprendre l'art de guérir auprès de son père. Canot lui raconta les luttes de son peuple alors que les colons empiétaient toujours plus sur leurs terrains de chasse ancestraux, les forçant à des raids désespérés pour survivre. « Mon père était un grand guerrier », expliqua Canot un soir, assis près d'un petit feu soigneusement dissimulé. « Il m'a appris l'honneur au combat, ne jamais blesser femmes ou enfants. Mes soldats blancs pas pareils. Ils attaquent notre camp, tuent beaucoup femmes, beaucoup enfants. » Élise écoutait, le cœur serré. « Tous les blancs ne sont pas les mêmes, tout comme tous les tiens ne sont pas les mêmes, » offrit-elle. Canot opina lentement. « Toi, différente, bon cœur. » Il marqua une pause, étudiant son visage à la lueur des braises. «
Pourquoi tu n'as pas peur de moi? Première nuit, tu es venu seul. J'aurais pu te tuer. J'avais peur, admit Élise, mais la peur ne devrait pas nous empêcher d'agir. Leur conversation fut interrompue par le bruit lointain de sabots. Élise étouffa rapidement le feu, tandis que Cano rassemblait ses maigres possessions. « Tu dois partir, insista-t-il, se fondant déjà dans les ombres de la forêt. « Je reviendrai demain, chuchota Élise. Mais Cano lui saisit le bras. « Non, trop dangereux maintenant. Homme blanc chasse mon peuple, te chasseront toi aussi s'ils savent. » Ses yeux, d'habitude si fermés, étaient empreints d'une inquiétude réelle. « Je rejoins les miens bientôt, blessure assez guérie. » Élise ressentit un pincement inattendu à l'idée de ne plus jamais le revoir. Au fil de ces semaines, elle avait appris à respecter Cano, à voir en lui un ami plutôt que le sauvage redoutable qu'on lui avait appris à craindre. « Attends, dit-elle en fouillant dans sa sacoche, prends ça. » Elle lui tendit plusieurs paquets d'herbes médicinales et des bandages propres. « Pour ta blessure, et pour ton peuple, s'ils en ont besoin. » Cano accepta les présents, puis la surprit en retirant un lacet de cuir autour de son cou. Au bout pendait un petit aigle sculpté avec une minutie impressionnante. « Pour protection, » dit-il en le déposant dans sa paume et en refermant ses doigts dessus. L'aigle voit le danger venir. Avant qu'Élise ne puisse répondre, il disparut dans l'obscurité. Elle serra fort l'amulette de bois alors qu'elle remontait à cheval pour retourner vers la ville, ignorant que l'orage qu'elle redoutait était sur le point d'éclater. Un étrange mélange de soulagement et de mélancolie envahit Élise alors qu'elle approchait de Valclair. Immédiatement, elle sentit que quelque chose ne tournait pas rond. Malgré l'heure tardive, de nombreuses fenêtres étaient éclairées et des éclats de voix provenaient de l'hôtel de ville. Elle attacha sa jument derrière le dispensaire et se glissa à l'intérieur, espérant passer inaperçue. « Élise Morel !» La voix de son père trancha l'obscurité de la pièce. Il se tenait dans l'encadrement de la porte menant à leur quartier, une lampe à pétrole à la main, le visage marqué par la gravité. « Où étais-tu ? » ?»« Je ramassais des herbes près du ruisseau, » mentit-elle en évitant son regard. « La sauge sauvage est en fleurs. » Le docteur Morel posa la lampe et s'approcha de sa fille, son expression s'adoucissant à peine. « Élise, peu importe dans quoi tu t'es fourrée, tu dois me le dire maintenant. Le conseil municipal est réuni ce soir. Le shérif Dumont organise une battue pour demain. »« Une battue pour quoi ?» demanda Élise, bien que la peur lui nouât déjà l'estomac. « Pas pourquoi, pour qui ?» murmura son père. « Antoine est venu me voir ce soir. Il prétend que tu as aidé un guerrier blessé. Il dit t'avoir suivi il y a plusieurs nuits. » Le sang d'Élise se glaça. Elle avait été si prudente, mais manifestement pas assez. « Père, est-ce qu'ils vont… » Le docteur Morel l'interrompit, scrutant son visage avec anxiété. Élise se redressa, soudain résolue. « Oui, je l'ai trouvé blessé dans les bois. Je ne pouvais pas le laisser mourir. » Son père ferma les yeux un instant, comme sous le coup d'une douleur physique. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Cette ville a souffert des raids. Des familles ont perdu des proches. S'ils découvrent que tu as aidé l'ennemi, ce n'est pas l'ennemi, père. C'est un homme blessé et seul, argua Élise. Tu m'as appris que le devoir d'un soigneur s'étend à tous ceux qui souffrent, peu importe qui ils sont. Je t'ai aussi appris à avoir du bon sens, s'exclama le médecin en passant une main dans ses cheveux grisonnants. Élise, ces hommes réclament du sang. La blessure du petit Vasseur, les attaques aux alentours. Ils cherchent un coupable et tu seras leur bouc émissaire. Je ne mentirai pas, père. Ce que j'ai fait était juste, même si personne d'autre ne peut le voir. Le docteur Morel fixa sa fille un long moment, puis hocha lentement la tête. Tu es aussi têtue que ta mère l'était. Sa voix trahissait un mélange de fierté et de résignation. Alors nous devons nous préparer à ce qui nous attend. Le lendemain matin, Élise se tenait devant le conseil municipal dans le petit tribunal, affrontant les regards accusateurs d'hommes qui l'avaient vu grandir. Antoine refusait de croiser son regard alors qu'il racontait comment il l'avait suivi dans les bois et l'avait vu soigner les plaies d'un guerrier. « Mademoiselle Morel », l'interpella le maire Rochefort, le ton formel mais le regard glacial. « Niez-vous ces allégations ?» Élise parcourut la salle des yeux. Elle y lut la colère, la trahison et chez certains, une haine pure.
Son père se tenait au fond, le visage solidaire malgré son inquiétude. Prenant une profonde inspiration, elle parla clairement. « Je ne nie rien. J'ai trouvé un homme blessé dans les bois et j'ai soigné ses blessures. J'aurais fait la même chose pour n'importe lequel d'entre vous. » Un tumulte ébranla la salle. Le shérif Dumont dut tirer un coup de feu dans le plafond pour rétablir l'ordre. « Cet homme appartient à une tribu qui a massacré les nôtres, » hurla Jérôme Vasseur, le visage cramoisi de fureur. « Tu as commis une trahison envers cette ville. »« J'ai obéi aux principes de l'humanité, » riposta Élise, la voix assurée malgré les battements affolés de son cœur, « et je ne m'en excuserai pas. » Le maire Rochefort s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Morel, vos actions ont mis toute cette communauté en péril. Ce sauvage pourrait ramener les siens pour nous attaquer en utilisant les informations que vous lui avez fournies sur nos défenses. »« Je n'ai fourni aucune information, » affirma fermement Élise. « J'ai soigné sa plaie, rien de plus. »« Et où est cet Indien maintenant ?» exigea le shérif Dumont. « Je l'ignore, » répondit Élise en toute honnêteté. « Il était assez remis pour partir il y a plusieurs jours. » L'interrogatoire dura près d'1 heure, devenant de plus en plus hostile. Certains membres du conseil réclamèrent le bannissement d'Élise. D'autres suggérèrent des châtiments plus sévères. Finalement, le maire Rochefort leva la main pour demander le silence. Le conseil délibérera sur cette affaire jusqu'à ce que nous parvenions à une décision. Mademoiselle Morel restera assignée à résidence. Shérif, veuillez la raccompagner. Tandis que le shérif Dumont la guidait hors du tribunal, Élise aperçut le jeune Lucas Vasseur, debout, en marge de la foule, l'expression troublée. Lorsque leurs regards se croisèrent, il lui adressa un signe de tête presque imperceptible, un maigre geste de compréhension au milieu de cet océan de condamnation. De retour au dispensaire, Élise s'assit près de la fenêtre, regardant des groupes d'hommes armés se rassembler sur la place, se préparant à traquer toute trace indienne dans les environs. Son père faisait les 100 pas, posant parfois une main réconfortante sur son épaule. « Quoi qu'il arrive, » dit-il doucement, « je veux que tu saches que je suis fier de toi, Élise. Ta mère le serait aussi. » Élise sourit faiblement, reconnaissante, mais incapable de chasser l'effroi qui s'était emparé d'elle. Alors que le soleil commençait à décliner, elle remarqua un cavalier solitaire galopant vers la ville, sa monture couverte d'écume. « Les Indiens !» hurla l'homme en mettant pied à terre sur la place. « Des guerriers ont été repérés sur la crête nord, au moins 2 douzaines. » La ville sombra dans le chaos. Les hommes saisirent fusils et munitions. Les femmes rassemblèrent les enfants dans les maisons et le shérif Dumont commença à organiser les positions défensives. Élise regardait la scène avec horreur, se demandant si Cano était parmi des guerriers en approche, si ses actions avaient d'une manière ou d'une autre provoqué ce moment. « Je dois aller voir ce qui se passe, » dit-elle à son père en se dirigeant vers la porte. « Élise, tu es assignée à résidence, » lui rappela le docteur Morel, bien que sa voix manquât de conviction. « Et la ville pourrait avoir besoin de tous les soignants disponibles avant la fin de la nuit, » contra-t-elle en attrapant déjà sa trousse médicale. Son père hésita, puis hocha la tête d'un air sombre. « Reste près de moi. » Ensemble, ils sortirent dans l'obscurité grandissante, au cœur d'une ville qui se préparait à la guerre, ignorant que la nuit allait apporter des révélations qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Valclair se transforma en camp retranché alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. Des hommes armés prirent position derrière les abreuvoirs, aux fenêtres du premier étage et derrière des barricades construites à la hâte. Les femmes chargeaient les armes de réserve et préparaient des bandages, les visages tendus par la peur et la détermination. Élise et son père installèrent un poste de secours temporaire dans l'hôtel de ville, alignant instruments et médicaments dans une sinistre anticipation des victimes à venir. Le shérif Dumont posta 2 adjoints aux portes, officiellement pour protéger le personnel médical, mais Élise savait qu'ils étaient aussi là pour s'assurer qu'elle ne s'enfuit pas. « Ils ont été vus traversant le pâturage nord », rapporta un jeune homme à bout de souffle en se ruant dans la mairie. Le shérif dit qu'ils seront là dans l'heure. « Combien sont-ils » demanda le docteur Morel, la voix stable malgré la tension. « Peut-être 30 guerriers, tous montés et armés. » L'angoisse nouait les entrailles d'Élise. Si Cano se trouvait parmi eux, avait-elle été manipulée? Sa bonté avait-elle, d'une manière ou d'une autre, ouvert la porte à cette attaque? Le doute la rongeait, alors qu'elle alignait méticuleusement les rouleaux de bandages immaculés. La nuit tomba complètement, drapant Valclair d'un silence sépulcral.
Élise pouvait entendre les battements de son propre cœur alors qu'elle scrutait la rue principale déserte à travers la fenêtre de l'hôtel de ville, seulement éclairée par la lueur vacillante des lanternes et un croissant de lune pâle. Le premier signe de l'approche des Cheyennes fut le grondement lointain des sabots, enflant comme un orage imminent. Derrière leurs fortifications de fortune, les hommes se raidirent, les canons des fusils luisants au clair de lune braqués vers la lisière nord de la ville. « Retenez votre feu jusqu'à mon ordre !» cria le shérif Dumont, sa voix portant loin dans l'air immobile de la nuit. « Voyons d'abord ce qu'ils veulent. » Les cavaliers surgirent des ténèbres, une ligne de guerriers se découpant en ombres chinoises contre le ciel nocturne. Ils s'arrêtèrent juste hors de portée de tir. Un guerrier se détacha du groupe, avançant sa monture au pas, les mains levées pour montrer qu'il ne tenait aucune arme. « C'est un signe de parlementaire, » murmura le docteur Morel. « Ils veulent parler. » Le shérif Dumont et le maire Rochefort s'avancèrent avec précaution au milieu de la rue pour rencontrer le cavalier solitaire. Élise pissa les yeux, cherchant à voir si ce guerrier était Canot, mais la distance et l'obscurité rendaient impossible toute identification. Après plusieurs minutes d'échange, le shérif fit demi-tour et marcha d'un pas vif vers l'hôtel de ville, l'expression illisible. Il poussa les portes et fixa son regard sur Élise. « Mademoiselle Morel, votre présence est requise, » dit-il sèchement. « Ma fille reste ici, » protesta le docteur Morel en s'interposant protecteur. « Ce n'est pas moi qui le demande, Doc, » répondit le shérif. Leur porte-parole l'a réclamé spécifiquement. Il dit qu'ils ne sont pas là pour attaquer, ils sont là pour négocier. Le pouls d'Élise s'accéléra. Négocier quoi ? Un traité de paix, lâcha le shérif, semblant aussi surpris par ses propres mots que le reste de l'assemblée. Ils veulent établir une frontière formelle et un accord commercial avec Valclair et les fermes environnantes. Des murmures éclatèrent autour d'eux, tandis qu'Élise suivait le shérif à l'extérieur. En approchant du point de rencontre, elle reconnut le guerrier qui s'était avancé. Ce n'était pas Canot, mais un homme plus âgé, aux cheveux striés de gris et au visage buriné par le temps. « Voici Élise Morel », la présenta le shérif Dumont, la main ne quittant jamais la crosse de son revolver. Le vieux guerrier l'étudia intensément avant de parler dans un français brisé mais clair. « Je suis le chef 1000 chevaux. Mon fils, Canot, me dit que tu as un bon cœur. Tu as sauvé sa vie quand ton peuple l'aurait laissé mourir. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent de surprise. « Canot est votre fils ?» Le chef opina solennellement. « Il est revenu parmi nous. Il a raconté l'histoire de la femme guérisseuse aux mains qui apportent la vie au lieu de la mort. » Il fit un geste vers les guerriers derrière lui. « Nous venons pas pour la guerre, nous venons pour la paix. » Le maire Rochefort fit un pas en avant, le scepticisme évident dans sa posture. « Vous attendez de nous que l'on vous croie, après des années de raids sur nos fermes ? » « Les raids arrivent quand la faim vient, » expliqua le chef 1000 chevaux. « Quand l'homme blanc tue le bison et nous chasse de nos terres de chasse. » Il marqua une pause, ses yeux passant du maire à Élise. Mais la femme qui sauve l'ennemi dans le noir a montré qu'un autre chemin est possible. Élise sentit le poids de tous les regards sur elle, alors que la portée des paroles du chef pénétrait les esprits. Son petit acte de compassion avait, contre toute attente, créé une brèche. Un moment où deux peuples enfermés dans la haine pouvaient entrevoir une autre possibilité. « Que proposez-vous exactement ?» demanda le maire, le ton toujours méfiant mais moins hostile. « Terre au nord du ruisseau pour les Cheyennes, terre au sud pour les colons. Pas de traversée avec armes. Poste de traite au ruisseau pour les deux peuples. Commerce juste, pas de vol, pas de tuerie. » C'était une proposition simple, mais révolutionnaire par ses implications. Élise vit le maire et le shérif échanger des regards incertains. « Nous devrons en discuter avec le conseil municipal », temporisa le maire, et avec les représentants des autres colonies. Le chef 1000 chevaux hocha la tête. « Nous attendons 3 jours, puis nous revenons pour réponse. » Il se tourna vers Élise. « Tu parles pour ton peuple, tu comprends les Cheyennes. Pas tous mauvais, pas tous bons, comme l'homme blanc. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, un coup de feu claqua quelque part derrière elle. La foule s'éparpilla pour se mettre à couvert, tandis que la monture du chef se cabrait, bien que l'homme lui-même semblât indemne. Élise se retourna et vit Jérôme Vasseur abaisser son fusil, le visage tordu par la rage. « Pas de marcher avec les sauvages !» hurla-t-il en levant son arme pour un second tir. Dans le chaos qui suivit, Élise agit sans réfléchir. Elle courut,
se plaçant entre le fusil de Vasseur et le chef indien. « Arrêtez ça !» cria-t-elle. « N'avons-nous pas vu assez de sang versé ?» Le doigt de Vasseur hésitait sur la détente, ses yeux fous de douleur et de haine. « Ils ont tué mon frère l'été dernier. Ils ont mis une flèche dans la poitrine de mon garçon, et tu veux la paix avec eux ?» « Votre garçon est en vie grâce à la médecine, » répliqua Élise, ne bougeant pas de sa position protectrice. « Pas grâce à plus de meurtres. Quand est-ce que ça finit, monsieur Vasseur? Quand chaque Cheyenne sera mort? Ou quand chaque colon sera mort? Ou est-ce que ça peut finir ici, ce soir, en choisissant quelque chose de différent ?» Pendant un moment de tension insoutenable, personne ne bougea. Puis, de manière inattendue, Lucas Vasseur émergea de la foule et posa sa main sur le canon du fusil de son père, le poussant doucement vers le sol. « Elle a raison, » dit-il calmement. « Je ne veux pas passer ma vie entière à me battre, père. Et je ne veux pas que mes enfants vivent ainsi. » Les mains de Jérôme Vasseur tremblèrent alors qu'il abaissait son arme, des larmes traçant des sillons sur son visage ravagé. La tension dans l'air se dissipa lentement, tandis que le shérif Dumont reprenait le contrôle de la situation, ordonnant à chacun de baisser les armes. Dans les jours qui suivirent, les représentants de Valclair et des colonies voisines rencontrèrent le chef Mille Chevaux et son conseil pour négocier les termes de la coexistence. Ce ne fut pas facile. Des générations de méfiance et de violence ne pouvaient s'effacer en quelques réunions, mais c'était un début. Élise se retrouva dans la position inattendue de médiatrice, respectée par les deux camps pour traduire non seulement les mots, mais les intentions. Antoine n'évita d'abord, mais finit par l'approcher en marge des négociations. « J'avais tort à ton sujet, » admit-il, les yeux baissés. « Quand j'ai rapporté ce que tu faisais, je pensais protéger la ville. Je n'aurais jamais imaginé que sauver une vie pourrait en sauver bien d'autres, » termina Élise pour lui. « Moi non plus, Antoine. Je savais juste que je ne pouvais pas laisser quelqu'un mourir si j'avais le pouvoir de l'aider. » Le dernier jour des négociations, alors que les deux parties s'apprêtaient à signer le traité établissant les frontières et les protocoles d'échange, Cano vint trouver Élise. Il semblait fort et en bonne santé, vêtu d'habits de cérémonie dignes du fils d'un chef. « Tu portes ma sculpture », nota-t-il en désignant le pendentif en forme d'aigle autour de son cou. Élise le toucha par réflexe. « Il m'a apporté protection, comme tu l'avais dit. » Cano sourit, une expression rare et sincère qui transfigura son visage grave. « La sculpture d'aigle n'a pas de magie. La personne qui la porte a du courage, a un bon cœur. C'est ça, la vraie protection. »« Reviendras-tu au poste de traite ?» demanda Élise. « Oui, » confirma Cano. « Mon père dit que je dois apprendre les manières de l'homme blanc pour aider mon peuple dans les temps à venir. » Il hésita, puis ajouta « Peut-être que tu m'apprendras plus sur les plantes qui guérissent, et moi, je t'apprendrai les voix des Cheyennes. »« J'aimerais beaucoup ça, » répondit Élise en souriant. Tandis qu'elle regardait Cano rejoindre les siens, Élise songea à la façon dont un simple moment de compassion dans l'obscurité avait mené à ce jour d'espoir sans précédent. Le chemin à parcourir ne serait pas aisé. Il y aurait des revers, des violations de confiance des deux côtés, et ceux qui préféraient les vieilles habitudes de la haine ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais quelque chose avait changé à Valclair, et dans le cœur de beaucoup de ses habitants. Ce soir-là, alors que la délégation indienne repartait vers le nord et que les habitants se dispersaient, Élise se tenait avec son père sur le perron du dispensaire, regardant le soleil couchant peindre le ciel d'orange et de pourpre. « Tu sais, je pratique la médecine depuis 30 ans, » dit le docteur Morel en passant un bras autour des épaules de sa fille. « Mais je pense que tu as sauvé plus de vies par tes actions ces dernières semaines que je ne l'ai fait dans toute ma carrière. » Élise s'appuya contre son père, l'aigle sculpté chaud contre sa peau. Un rappel que le courage surgit souvent dans les moments de choix les plus inattendus. « J'ai juste fait ce que tu m'as appris, » répondit-elle doucement. « Que guérir, ce n'est pas seulement réparer les corps. Parfois, c'est réparer des divisions bien plus profondes. » Alors que l'obscurité enveloppait Valclair, Élise Morel regarda vers l'horizon nord où les premières étoiles commençaient à apparaître. Les mêmes étoiles qui brillaient au-dessus des camps Cheyennes et des fermes des colons. Pour la première fois de sa mémoire, elle semblait promettre quelque chose de nouveau. Non pas juste la survie, mais la possibilité d'un avenir différent, bâti sur cette idée radicale que la compassion pouvait être plus forte que la peur.